Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public d'un genre un peu particulier, encore que semaine après semaine, il finit par être de moins en moins particulier. Nous allons tenter d'éclairer deux aspects de l'actualité, les restrictions aux libertés et l'état du couple franco-allemand. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur, avocat et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Michaela Wiegel, correspondante en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il n'y a pas, je dois vous le dire, de retour en studio en vue malgré les mesures ou à cause des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Culture, le Big Bang » et qui porte en sous-titre « L'épidémie frappe de plein fouet le secteur culturel, plongeant dans l'angoisse les artistes, les intermittents et tous ceux dont la survie économique dépend de ces activités. » Malgré le rappel à l'aide, le ministère paraît évanescent. Les mesures annoncées par le président ce mercredi seront-elles à la hauteur des besoins et des espérances? En ces temps de détresse et d'interrogation, la culture, qui s'est largement déportée en ligne, a réaffirmé son rôle existentiel. Malgré cette vitalité, de larges pans de la production se trouvent menacés. Leur effondrement aurait pour conséquence une grave perte de diversité. Sous l'onglet « Qui t'a fait toi » de notre site, depuis mardi le 5 mai, vous pouvez trouver deux entretiens avec Michèle Perrault, historienne du mouvement ouvrier à qui l'histoire des femmes doit être devenue une discipline à part entière. Sous l'onglet « Lebada », un entretien avec Sylvie Berman depuis le 30 avril, qui a représenté la France au Royaume-Uni pendant 3 ans, un entretien sur la situation sanitaire, politique et économique de ce pays. Et après la Russie et le Japon, nous poursuivrons cette série sur la pandémie vue d'ailleurs. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Soyez remerciés des unes et des autres. Venons-en maintenant au projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire de 2 mois jusqu'au 24 juillet. Il a été adopté par l'Assemblée et modifié par le Sénat. Le président du Sénat saisira le Conseil constitutionnel après le scrutin définitif. L'institution aura 8 jours pour se prononcer. La majorité sénatoriale lancera une commission d'enquête sur la crise sanitaire avec 36 membres prévus. Cette commission sera plus large que celle qui avait traité l'affaire Benalla en septembre 2018. Le site gouvernemental Vie publique rappelle que l'état d'urgence autorise le Premier ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, y compris des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile, des mesures de réquisition de tous biens et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire, des mesures temporaires de contrôle des prix. Ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus et le ministre en charge de la Santé a le pouvoir de prescrire par arrêté motivé toutes les autres mesures qui s'inscrivent dans le cadre défini par le Premier ministre. En présentant ce cadre et les modalités du déconfinement à venir, Édouard Philippe a donc annoncé que la liberté de circulation sans attestation serait la règle, excepté à Mayotte, mais une liberté limitée et surveillée. Une infraction aux règles applicables dans les transports en commun, comme le port obligatoire du masque et la possession d'une attestation d'employeur, sera sanctionnée par une amende de 135 €. Une limite de 100 km calculée à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence est fixée pour les déplacements sauf motif professionnel ou familial impérieux. Cette limite ne s'applique que si l'on quitte son département de résidence. Parcourir plus de 100 km dans son département de résidence reste possible sans restriction. Toutefois, pour permettre le contrôle de la règle des 100 km, une nouvelle attestation sera disponible sur le site de Beauvau. Pour le contrôle d'un trajet à moins de 100 km de son domicile, un justificatif de domicile sera suffisant. Le défaut de présentation de ce justificatif sera sanctionné par 135 € d'amende, susceptible d'augmenter en cas de récidive. La fermeture des frontières sera la règle.
l'autorisation de passer l'exception. Concernant les entrées et les sorties de l'espace européen, l'assouplissement progressif et ordonné des règles de circulation viendra, en temps voulu, à assurer le ministre de l'Intérieur, mais il sera décidé avec l'ensemble des pays concernés. Pour ce qui est des frontières entre la France et ses voisins européens, les restrictions mises en place sont prolongées jusqu'au 15 juin. Un article du texte actuellement en débat entre l'Assemblée et le Sénat pourrait se révéler particulièrement sensible, l'article 6 de ce projet de loi qui crée un système d'information, en clair un fichier, permettant de recenser les personnes infectées par le coronavirus ou susceptibles de l'être et les personnes ayant été en contact avec elles. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est un immense chantier. On est vraiment frappé du fait que cette en pandémie remet systématiquement en cause l'ensemble de nos libertés. On met l'accent sur un certain nombre d'aspects des choses qui sont, mis à part les problèmes que vous venez d'évoquer sur les fichiers, sur la santé, sur le secret médical, qui devront effectivement, qui constituent tout un ensemble de zones d'ombre qu'il faudra éclairer. On a un ensemble de mesures qui sont de restrictions aux libertés, qui sont très lourdes, mais qui sont relativement classiques, mais qui sont très lourdes. On insiste sur l'autorisation, l'interdiction d'aller au-delà de 100 km, les limitations sur les transports, le fait est-ce qu'on aura droit au transport si on n'est pas mandaté expressément et autorisé expressément par son patron, on a tout un ensemble de restrictions, mais quand on regarde à fond, on voit que rien ne tient debout. La liberté de réunion, elle est profondément mise en cause. La liberté des cultes, elle fait l'objet d'ailleurs de contestations. Je commence par là parce que j'y pense, mais c'est pas forcément là la chose qui apparaît comme le plus vital pour les Français, bien que le clergé réagisse très vite. Mais on voit bien la chose. On interdit des réunions de plus de 80, de 10 personnes, donc les obsèques, etc. C'est sans doute justifié pour éviter des signes de distanciation, mais on interdit par exemple aussi de donner les derniers sacrements à des malades. On ne voit pas très bien pourquoi. On leur donne des soins. On pourrait bâtir des systèmes dans lesquels on leur apporterait les derniers sacrements s'ils le souhaitaient. Donc c'est typique d'une sorte de déplacement. La liberté de réunion, la liberté de circulation, la liberté de la presse n'est pas directement atteinte, mais elle est un peu menacée et elle est mise en cause indirectement par des procédés plus maladroits que malveillants, mais quand même extrêmement contestables, comme la constitution d'un site sur lequel le gouvernement, l'administration se donne le pouvoir de dire ceci est une fake news ou ceci est pas une fake news. C'est quelque chose quand même de tout à fait particulier et qui a justifié une mise en cause assez générale. On a vraiment on doit aller plus. La justice elle-même est entravée dans son fonctionnement. Le Parlement est entravé de façon extrêmement sérieuse. Moi, évidemment, formellement, je vote la loi. Pratiquement, je ne fais rien du tout. J'ai des calls-conférences avec les membres de mon groupe, mais je ne peux pas participer. Je n'ai pas eu les moyens matériels de participer à l'élaboration au vote de la loi d'urgence. Certes, j'ai fait confiance et j'ai discuté avec certaines de mes collègues comme Madame Floren, Madame Wiśniewski, mais c'est tout à fait autre chose que de participer à une loi, alors que cette loi met en cause vraiment énormément de choses. Donc on a, en termes de liberté, vraiment, on a des choses très très lourdes. Je donnerai un exemple sur le domaine médical. On a ces problèmes d'application. Alors là, je crois qu'en réalité, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit qu'effectivement, ça ne met pas en cause véritablement les libertés, mais d'ailleurs, ça ne sert à rien.
Je crois que de ce point de vue-là, l'innocuité est garantie et l'inefficacité également. Mais je suis beaucoup plus inquiet sur les mécanismes de transmission des informations données aux médecins, qui seraient données à une autorité qui, par le biais d'anges gardiens, dont on ne sait pas très bien la nature, et qui ne serait pas du tout habilité au secret médical, aurait des informations de caractère médical. Ceci est quand même, il y a là toute une zone d'ombre qui est extrêmement précise. Alors là, ce que je dirais, c'est quand même deux choses. C'est que tout ceci est, à mon avis, globalement justifié par le caractère exceptionnel et exceptionnellement grave de l'urgence auquel on doit faire face. Et l'urgence sanitaire, c'est une chose qu'on a mise à la mode, mais qui n'est pas du tout injustifiée. Cela dit, et je pense qu'on peut citer là Montesquieu, il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme on cache les statues des dieux. Et que là, l'essentiel, que tout repose sur le pour un moment, comme dirait Montesquieu, quand s'arrête ce moment? Et que restera-t-il après ce moment? Donc je pense que l'essentiel, les restrictions à nos libertés sont tolérables si elles sont temporaires. Mais il est évident, deux choses sont évidentes, c'est qu'il restera quand même des choses après. Il y aura des habitudes qui auront été prises, il y aura des consentements de fait de l'opinion des individus qui auront été quand même comme une viande attendrie par les mesures dont elles auront été l'objet et qui sans doute offriront une résistance moindre à l'emprise bienveillante, mais extrêmement tutélaire, extrêmement prenante, extrêmement abusive en réalité des pouvoirs publics. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que comme toujours, l'État en France est quelque chose, a une façon de procéder qui est excessive. J'ai donné l'exemple des cultes tout à l'heure. Moi, je comprends qu'on résiste. Je crois que M. Castaner le disait vendredi, il avait raison, qu'on résiste à l'idée de faire une exception pour des réunions de caractère cultuel, alors que toutes les autres réunions sont interdites. Mais ça ne valait pas pour les sacrements. Et les exemples, on pourrait les multiplier. Regardez comment le confinement a été fait. On a très souvent, systématiquement confondu distanciation et surveillance de la distanciation, qui était le véritable objet du confinement, avec incarcération. Car en réalité, on est resté chez soi, on a été interdit d'aller dans des zones qui sont restées vides, comme des plages en Normandie où il n'y a jamais personne, comme des bois qui sont également vides, pour rien. Simplement, l'administration s'est donné une autorisation de limitation des libertés qui là était totalement déconnectée par rapport à l'objectif de distanciation. De même, on a développé des phénomènes d'autorité de ce fait qui allaient au contraire de l'exigence de responsabilisation. Quand vous dites à quelqu'un « circulez, il n'y a rien à voir », vous êtes seul dans la rue, mais vous n'avez pas le droit d'y être, alors que l'objectif est d'habituer les gens à prendre des dispositions veillant à garantir la distanciation, vous les incitez à un comportement irresponsable. On leur demande d'obéir, on ne leur demande pas de réfléchir. Donc tout ça c'est la grande habitude de l'État français. C'est l'État profond, il ne faut pas en accuser le gouvernement ou quelqu'un d'autre, mais ce sont des habitudes qui sont excessives. On en fait toujours plus, toujours trop qu'ailleurs. Alors oui, les libertés sont gravement mises en cause. Non, ça n'est pas décisif parce que si c'est vraiment interrompu, si c'est vraiment temporaire. Mais 3, on aurait vraiment pu veiller de plus près au respect d'un strict principe de proportionnalité. Nicole Niesotto. Oui, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Louis, mais je voudrais d'abord faire une remarque plus générale, parce qu'il me semble que en France, l'attitude à l'égard de l'État est très contradictoire. D'un côté, on a une énorme attente, presque désespérée,
à l'égard de l'État-providence, pour qu'il prenne en charge, mais vraiment le mot est à prendre au pied de la lettre, pour qu'ils prennent en charge toutes les catastrophes économiques, sociales créées par la pandémie, le chômage, la récession, les faillites, etc., avec un État qui répond à tout, qui est d'une générosité absolument incroyable, quoi qu'il en coûte, avait dit Emmanuel Macron. Et donc, une énorme demande d'État, d'intervention de l'État absolument partout, financière, administrative, etc. Et de l'autre côté, une énorme réserve, une immense méfiance, une énorme suspicion à l'égard du rôle de l'État vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire. Et on a, quand on voit les sondages, le dernier sondage que j'ai pu consulter, 65% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour gérer le déconfinement. Et on a un peu partout, de plus en plus, dans les éditoriaux, dans la presse, la dénonciation, comme l'a fait très brillamment Jean-Louis, de l'excès de discours coercitifs, infantilisants, punitifs, qui est celui de la communication intergouvernementale. Donc je voulais juste souligner ce paradoxe, il m'interroge, je n'en tire pas de conclusion, mais on est quand même dans une société qui est complètement encartelée entre le besoin, la demande d'État de la façon la plus globale possible, qui nous prenne en charge complètement dans nos malheurs, et en même temps une méfiance, une critique très justifiée de l'inflation de l'autoritarisme avec laquelle le gouvernement gère cette crise. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, je rejoins là aussi Jean-Louis, le problème, ce n'est pas le confinement, bien évidemment. Il n'y avait que deux stratégies possibles, qui étaient le confinement ou l'immunité collective, et 90% des pays au monde ont choisi le confinement comme mesure la plus apte à diminuer l'impact du virus sur la population. Donc, évidemment, ce ne sont pas les mesures de confinement qui sont en cause, mais c'est la stratégie autoritaire, coercitive, qui a été choisie par le gouvernement. D'abord sur le plan de la rhétorique guerrière qu'a choisi Emmanuel Macron. Eh bien, si on est en guerre, les citoyens sont des soldats qui se battent contre un ennemi et qui doivent obéir aux ordres. Et comme dans toute guerre, il y a des bons soldats et des mauvais soldats, il y a des bons citoyens et des mauvais citoyens, et ceux-là sont susceptibles de punitions individuelles ou collectives. Et donc cette rhétorique guerrière au départ a amené, je crois, beaucoup d'excès dans la mobilisation, je dirais presque carcérale de discours qui nous est tenu. 1 million de contrôles ont été effectués depuis le 17 mars. 100 000 policiers ont été mobilisés fin mars, en tout cas selon ce que disait Monsieur Castaner. Si on est avec des menaces, si vous n'êtes pas des bons citoyens, on ne déconfinera pas le 11 mai, etc., etc. Et donc, un discours, un excès de discours coercitif avec la volonté de faire peur, c'est-à-dire l'infantilisation des Français, c'est-à-dire, puisqu'on a peur, on reste chez soi. Alors, pourquoi cette dérive, qui est quand même une dérive autoritaire, et pourquoi ça marche? Je crois qu'il y a 3 raisons à la dérive autoritaire. Dans le discours, encore une fois, le confinement, je ne le remets absolument pas en cause, mais dans le discours et la communication anxiogène qui nous est fournie depuis 2 mois, qui fait qu'on se terre chez soi et qu'on n'a même plus à sortir. Moi, par exemple, j'ai pas du tout envie de me déconfiner le 11 mai. Mais alors pourquoi? Il y a premièrement une compensation pour le cafouillage initial dans le traitement de l'épidémie. Les masques, les tests, l'immunité, l'urgence, le gouvernement a tellement pataugé, il s'est tellement contredit au départ qu'il en rajoute depuis le confinement dans l'hyper-contrôle de tout. Il faut tout contrôler maintenant. J'entendais que dans les mesures pour les écoles, il faut nettoyer le toboggan à chaque passage d'enfants. Donc imaginez qu'un cabinet de ministres évalue le nombre de nettoyage de toboggan qu'il faut faire par heure de récréation. Enfin, c'est délirant. Il y a un côté absolument délirant dans l'hyperbole du contrôle. Deuxième raison, je crois que c'est vraiment pour compenser le cafouillage initial, montrer qu'on contrôle absolument tout. Deuxième raison, c'est bien sûr celle de la culture française, de l'État jacobin, qui est jointe à la propension très jupitérienne du président. De même, puisqu'on est en guerre, rappelez-vous, le président Mitterrand avait dit une fois, le nucléaire, la dissuasion, c'est moi.
Eh bien là, on est en guerre contre le virus et le président dit, la guerre contre le virus, c'est moi. Et donc, on a une très grande difficulté au départ, souvenez-vous, à faire confiance aux maires, à déléguer au territoire, et ça n'est que très récemment vraiment qu'une forme de subsidiarité nouvelle a été trouvée entre l'État jacobin et les pouvoirs territoriaux. Et puis, la troisième raison, mais c'est la peur. Je crois que le gouvernement a peur. Il n'a pas peur d'être malade, mais il a compris très vite maintenant les conséquences potentiellement catastrophiques socialement, économiquement de la pandémie et qu'il surréagit dans la prudence et la précaution. Pourquoi ? Parce que ce qu'il redoute le plus, c'est pas tellement la deuxième vague du virus, mais c'est la crise sécuritaire avec la révolte sociale, avec peut-être la révolte des banlieues et peut-être la nécessité de faire un vrai d'urgence, pas seulement sanitaire, mais un état d'urgence tout court dans certaines parties du pays. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a inflation aujourd'hui de cette hystérie. Mathias Fekl. La liste des libertés publiques, des grandes libertés qu'on espère tous inaliénables, aujourd'hui mise entre parenthèses, suffit à elle seule à faire froid dans le dos. Toutes les grandes démocraties prévoient des régimes d'exception pour faire face à des crises qui peuvent être de nature diverse, sécuritaires, terroristes, aujourd'hui sanitaires. Et donc, l'idée d'un régime d'exception, dès lors, comme il a été dit avant, qu'il est encadré, temporaire et totalement proportionnel, n'est pas à écarter en soi. Et moi, je suis tout à fait d'accord, il faut se garder de donner de grandes leçons, surtout à l'approche du déconfinement, sur ce qu'il aurait fallu faire a posteriori pendant les 2 mois. Mais ça n'empêche pas de se poser des questions. D'abord sur la proportionnalité. Quand on regarde autour de nous, ailleurs en Europe, on voit quand même qu'il y a toute une série de régimes et que les choses se sont passées différemment parfois. Alors, dans certains endroits pour le pire, la Hongrie qui suspend ou peut-être met un terme au caractère démocratique de son État et qui est clairement sorti de l'État de droit au sens où on l'entend au cœur de l'Union européenne. Le Danemark qui, au tout début, dans sa première version de la loi d'urgence, avait prévu la possibilité pour les forces de l'ordre de débarquer purement et simplement au domicile des particuliers sur le seul soupçon d'une contamination au Covid-19. Vous voyez un peu sans aucune intervention judiciaire, évidemment. Vous voyez la force et le caractère hyper intrusif du sujet. Ça, c'est pour le pire. Vous avez l'Allemagne qui, elle, a fait le choix de ne pas avoir un régime unique sur l'ensemble de son territoire, mais qui a eu une mosaïque de régimes plus adaptés à la situation sur le terrain, territoire par territoire. Il est vrai qu'en France, l'ensemble du pays a été confiné, y compris dans des endroits dans lesquels il y avait en réalité aucun problème ou presque. Pouvait-on faire différemment ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, la question mérite d'être posée. Elle le sera sans doute d'autant plus lorsque nous aurons la facture économique à payer d'ici quelques semaines. Ensuite, la liste des libertés, la liberté d'aller et de venir, la liberté de manifester, la liberté de rassemblement, elles sont aujourd'hui totalement entre parenthèses. Alors, à mon avis, la question essentielle, c'est celle de la suite. Est-ce que nous restons dans quelque chose qui est encadré, encore une fois, pour faire face à une crise d'une violence inouïe, avec un caractère absolument dramatique que personne ne conteste, ou est-ce que, finalement, pendant ces 2 mois, nous sommes tous un peu habitués en nous disant qu'après tout, l'individu était obligé maintenant, face aux nouveaux risques, aux nouvelles menaces d'un contexte mondialisé, de s'effacer devant le collectif et donc d'accepter une mise à l'écart de ses libertés, y compris sur le long terme. Et c'est un vrai sujet qui se pose dès les applications de traçage, qui se pose avec la question maintenant du recensement des malades du Covid aujourd'hui, mais quelles autres maladies demain. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à cela et je suis très frappé de voir dans l'état d'esprit qu'il y a beaucoup de laisser-aller maintenant. Dans les années 80, le seul qui demandait de la constitution de fichiers pour les malades, en l'occurrence pour les malades du sida, c'était l'extrême droite. Aujourd'hui, on a l'impression, et encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention, mais je note dans l'état d'esprit général que finalement,
ça semble pas tellement choquer que le secret médical, qui est une valeur absolument suprême, mais profondément ancrée dans notre pays, puisse être ainsi remise en cause au motif d'une pandémie. De très frappé de voir une partie assez substantielle de nos concitoyens finalement ne sont pas embarrassés par le fait de qu'on puisse recenser absolument tous leurs contacts, savoir qui ils ont vu, alors même si c'est anonyme, mais tout le monde sait très bien que ce genre d'application est anonyme jusqu'au moment où quelqu'un de plus malin que vous-même rentre dans l'application pour qu'elle cesse d'être anonyme. Donc, on s'habitue progressivement, je crois, beaucoup trop à ce que des principes suprêmes, tous inscrits dans notre Constitution et même faisant d'une certaine façon un peu partie du droit naturel, en tout cas on l'espérait, une sorte de droit intangible, soient aujourd'hui reniés et s'inscrivent dans le droit commun. Tout dernier point, je pense qu'il y a vraiment un défi pour la France et pour l'Europe à être en mesure, en particulier sur cette question des libertés, à tracer une réponse et une sortie proprement, spécifiquement européenne de cette crise dramatique. On voit comment vont répondre les régimes autoritaires, avec une restriction encore plus forte des libertés, un contrôle encore plus fort des individus. On ne voit pas encore tout à fait quelle sera la réponse européenne, ni si nos grandes démocraties seront au rendez-vous de leur histoire et de leurs grands principes. Michaela Wiegel. Oui, beaucoup a été dit et je suis totalement d'accord. On a l'impression qu'il y a une sorte d'addiction à un état d'exception qui s'est développé en France pour des bonnes raisons. D'abord, c'était les terribles attentats. Aujourd'hui, c'est cette pandémie, mais je crois quand même qu'il faut rester très très vigilant. Et c'est vrai que en Allemagne, ce qui se passe, cette facilité avec laquelle les Français semblaient accepter de ne pouvoir sortir qu'en remplissant une sorte de laissez-passer étonnera toujours. Alors moi j'aimerais m'arrêter à une des libertés dont on a peu parlé, c'est la liberté de circulation européenne, qui était à mon avis un des grands acquis de la construction européenne, qui forgeait vraiment le quotidien de beaucoup de gens, non seulement dans les régions transfrontalières. Et ça me chagrine énormément de voir qu'à la frontière franco-allemande, 75 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons à nouveau beaucoup de postes frontières fermés, beaucoup de contrôles, beaucoup d'attentes et des gens qui ne peuvent plus vivre dans un ensemble commun comme auparavant. Alors, je pense dans une première phase, on peut dire, c'était probablement justifié. On avait, notamment en Alsace, une sorte de croissance exponentielle de cette épidémie qui faisait que tout le monde voulait se protéger. Mais aujourd'hui, et je rejoins en cela ce que Mathias Fekl vient de dire, il s'agit de montrer une voie proprement européenne, comment nous, Européens, nous réussissons à trouver une réponse qui n'est pas la réponse chinoise, qui n'est pas la réponse des régimes autoritaires, mais pour préserver notre espace commun. Et j'espère de tout cœur qu'on va pas accepter d'aller de plus en plus vers des contrôles réguliers aux frontières communes, parce que c'est un espace commun, notre Europe, qu'il faut absolument préserver. Nicole Desautos. Oui, juste un mot sur la suite et sur le risque à venir. Je crois que ce qui est très dangereux, c'est si l'opinion passait d'une certaine accoutumance, qui est réelle aujourd'hui, une accoutumance à l'autorité, à la privation de liberté, si on passait de cette accoutumance à une aspiration. Si cette autorité, cette privation de liberté devenait finalement confortable et devenait une aspiration chez nos concitoyens. Et là, on voit très bien que c'est le boulevard que le Front National, en tout cas que Marine Le Pen, essaye de capitaliser. Et ça, je crois qu'il faut
être très vigilants. Je ne sais pas comment on peut faire une réponse commune à ce risque, mais je crois que pour la France, en tout cas, c'est le vrai risque, que l'on s'accoutume tellement à l'autorité que finalement, on la désire. Est-ce que vous faites référence à ce sondage de bien avant la pandémie qui montrait qu'un pourcentage très important de nos concitoyens souhaitaient un gouvernement plus autoritaire, voire même le général de Villiers? Oui, voire même militaire. Absolument. Absolument. Bon, si personne ne partage cette crainte ou ne souhaite intervenir sur ce même sujet, je souhaite intervenir, si je peux dire 3 mots. C'est une affaire faite, Jean-Louis. Enfin, merci. Pas encore, mais elle va se faire. Non, ne rêvez pas. Non, je voudrais simplement faire 3 remarques très brèves. La première, c'est que je ne crois pas, à la différence de ce qu'a dit Nicole, que ce soit vraiment des motivations de type gouvernemental, la peur, etc., qui expliquent ce tour de vis assez fort. Je crois que c'est vraiment l'état profond en France, tel qu'il a été analysé par Michel Crozier, c'est-à-dire la France est une terre de commandement, et face à une situation de cet ordre, on réagit par le commandement avec, au bout du compte, un fond de méfiance indestructible à l'égard de la responsabilité des citoyens. On a toujours fait comme ça en France, depuis Colbert, enfin depuis même Richelieu, etc. C'est un pays où on tient les gens, l'État a fabriqué la nation, contrôle la société et et maintient les choses durement. C'est ça la grande différence avec la Suède ou même avec l'Allemagne, tel qu'on l'a observé. La seconde chose, c'est que quelle que soit l'intensité, le nombre et l'ampleur des mises en cause des libertés que nous avons signalées, réunions, manifestations, circulations, etc., je crois que ça va s'arrêter et ça s'arrêtera et ce sera très bien. En revanche, et je crois il se développe quelque chose autour de la santé et autour du numérique qui là est assez préoccupant et assez peu contrôlé. En réalité, on voit bien que les libertés en matière, l'exigence de protection sanitaire, les possibilités techniques du numérique et les exigences qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais qui sont une constante depuis des années, de rationalité, de rationalisation économique de la politique de santé, conduit à un renforcement du contrôle social sur la situation sanitaire de chacun d'entre nous, qui n'est pas du tout, qui est menaçante et qui n'a pas du tout, jusqu'à présent, donné naissance à une synthèse, à quelque chose qui puisse être véritablement maîtrisé. Et là, ce qui se passe en ce moment, évidemment, va accentuer cette dérive et accentue ces menaces. Mais pour enchaîner avec ce que vient de dire Jean-Louis, qui rappelait Michel Crozier, je voudrais aussi rappeler qu'il y a eu pendant longtemps à l'intérieur du courant socialiste un courant qui était particulièrement préoccupé de la méfiance de l'État à l'égard de la société civile et que ce courant, c'était le courant de Michel Rocard. Je voudrais maintenant que nous passions au couple franco-allemand qui se met à faire chambre à part, puisqu'entre Paris et Berlin, les écarts se creusent. Lors du sommet européen du 26 mars, la chancelière allemande a rejeté les Corona Bonds, cette mutualisation des dettes réclamée notamment par la France et l'Italie. Le 5 mai, la Cour constitutionnelle allemande a exigé de la Banque centrale européenne qu'elle justifie dans les 3 mois son programme d'achat de dettes lancé en 2015. Sinon, les juges ordonneront à la Bundesbank, principal actionnaire de l'Institut d'émission de Francfort, de cesser de participer au programme de rachat de titres. Ce jugement tombe alors que la BCE a lancé en mars un plan pandémie de 750 milliards d'euros d'achat de titres et que le retour d'une crise de la zone euro n'est pas écarté. Économiquement, pour aider les entreprises à amortir les effets de la crise liée au coronavirus, le gouvernement d'Angela Merkel a mis sur la table un plan de soutien historique de plus de 1000 milliards d'euros, dont 156 milliards immédiatement disponibles. La France n'a pas lésiné non plus. Le quoi qu'il en coûte du président Macron se chiffre pour l'instant à 110 milliards d'euros.
mais les deux pays ne sont pas dans le même état de santé financier. L'Allemagne a ramené sa dette à moins de 60% du PIB, alors que l'endettement de la France frôle les 100%. Le FMI prévoit qu'une fois mis en œuvre les plans de sauvetage économique, l'écart se sera encore creusé, avec un niveau de dette respectif de 69% pour les Allemands et de 115% pour les Français du PIB. Ce qui reporte à un horizon lointain le retour de la France dans le giron des règles du traité de Maastricht. Alors que Paris prévoit une récession de 8% en 2020, le repli anticipé par Berlin se limite à 4,2%. Dans le domaine sanitaire, l'Allemagne constitue une exception puisqu'elle a enregistré 5 fois moins de décès que la France avec une population de 83 millions d'habitants contre 67 millions en France, avec pourtant le handicap d'une densité de 236 habitants au kilomètre carré, 2 fois plus élevée que celle de la France, 119, donc plus favorable à la contamination. Et ce, grâce à une stratégie fondée sur des mesures de distanciation sociale strictes, la mobilisation de l'industrie biomédicale pour dépister massivement les malades, 350 000 par semaine en mars et 200 000 par jour aujourd'hui, la montée en puissance des capacités hospitalières portée dès février de 28 000 à 40 000 lits de réanimation, dont 30 000 équipés de ventilation contre 7 000 en France. Et cette capacité hors norme a notamment permis aux Allemands de réserver 98 lits aux patients français, 85 aux Italiens. À ce stade, la gestion d'Angela Merkel a renforcé la confiance de la population dans ses dirigeants et dans les institutions. Elle a 74% de citoyens qui la soutiennent contre 39% pour le président de la République française. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, nous venons de fêter il y a 2 jours l'anniversaire du 8 mai 45 et c'est effectivement l'occasion de s'interroger sur l'évolution de ce couple depuis 75 ans de vie commune. C'est vrai que depuis De Gaulle et Adenauer, le couple franco-allemand a porté la construction européenne, mais je crois qu'aujourd'hui, à l'heure du Covid-19, c'est vraiment le couple le plus mal assorti qui soit au sein de l'Union. Alors, vous l'avez très bien démontré, Philippe, en énumérant toutes les différences en termes de croissance, de santé, de prospérité, de stratégie vis-à-vis du virus et donc d'image des 2 dirigeants, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Mais ce que je voudrais d'abord, c'est rapidement analyser ce qui a fait l'énergie créatrice de ce couple et comprendre pourquoi cette énergie aujourd'hui a disparu. Si on regarde sur ces 75 ans, il y avait systématiquement dans le couple franco-allemand une espèce de complémentarité des contraires. Le discours, la politique entre la France et l'Allemagne, c'était d'un côté un vainqueur, un vaincu, un État qui avait toujours une vision, un État très pragmatique, le culte de la souveraineté nationale en France, un État fédéral, voire fédéraliste en Allemagne, une puissance militaire en France, un État pacifiste en Allemagne, une force politique qui était la puissance de la France dans le monde, une force économique renforcée sur ces 75 ans en Allemagne. Autrement dit, toutes ces oppositions étaient très claires, mais très fructueuses. Et comme tous les opposaient, à partir du moment où la France et l'Allemagne étaient d'accord sur quelque chose, ils arrivaient à entraîner avec eux l'ensemble des autres pays européens. Le problème, c'est que cette dynamique s'effondre avec la crise de 2008, où on a encore une certaine complémentarité dans les discours. La France veut la relance, l'Allemagne veut la rigueur, la France plaide pour la souveraineté, l'Allemagne pour le pragmatisme, la France veut la solidarité européenne des coronabons, l'Allemagne veut la responsabilité de chaque État dans la gestion de son économie et de ses finances publiques, et on voit que l'affaire de la mutualisation des dettes, les eurobonds, eh bien, signe la fin de la créativité de ce couple franco-allemand. Alors aujourd'hui, le Covid-19, me semble-t-il, enfin la pandémie que l'on vit depuis 2 mois, ne fait qu'exacerber les différences qui existaient déjà. Simplement, elle est avec deux nuances supplémentaires. Premièrement, les différences ne concernent plus simplement la France et l'Allemagne, mais les divisions concernent l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. On a très clairement 2 clans. Une espèce de ligue hanséatique au nord et puis une ligue méditerranéenne au sud. Et ce qui est nouveau et grave, c'est que la France maintenant est très clairement un pays du sud.
pendant toute la crise de 2008, la France pouvait dire qu'elle était à la fois un État du Nord et du Sud. Maintenant, c'est clair pour tout le monde et surtout aux yeux des Français. La France s'est déclassée à tout point de vue par rapport à l'Allemagne et elle est maintenant un pays du Sud. Et la deuxième différence, c'est que l'enjeu aujourd'hui n'est plus simplement le retour à la croissance et le retour à une saine gestion des finances publiques. L'enjeu aujourd'hui de la gestion de l'après-Covid-19, c'est la survie de l'Europe et c'est la survie notamment de la zone euro. Et là, ni l'Allemagne ni la France ne détiennent la clé. La clé, je crois, ce sera l'Italie. Est-ce que l'Italie va continuer à considérer que l'appartenance à l'Europe lui apporte plus de bénéfices que de problèmes? C'est une question qui échappe complètement au couple franco-allemand. Et donc, pour ne pas prolonger cette première intervention, je crois que s'il y a un endroit où la France et l'Allemagne, ou si le couple franco-allemand devrait essayer de retrouver une mission en dépit de leurs divergences, c'est bien dans une politique de séduction nouvelle à l'égard de l'Italie, mais séduction sonnante et trébuchante pour éviter le pire lors des prochaines élections italiennes. Michaela Wiegel. Oui, tout d'abord, une petite remarque de vocabulaire. C'est très intéressant. Le terme couple franco-allemand, il n'est absolument pas utilisé en Allemagne. Et je crois que ça en dit long. Que cette émotion qui est impliquée dans le terme couple, elle est assez absente et je crois on sous-estime le choc aujourd'hui en Allemagne de constater ce que Nicole a si bien décrit, que la France finalement elle se situe plus au sud de l'Europe qu'à un pied d'égalité avec l'Allemagne, parce que nous, on a pendant toute la construction européenne compté sur un partenaire à un pied d'égalité. Et je crois effectivement cette crise, elle sera longue à surmonter parce que elle date en quelque sorte cette césure que il y a plus, et le dernier Conseil européen l'a montré, il y a plus cette alliance de fait des deux grandes nations qui pouvaient être les créditeurs de l'Europe en quelque sorte. C'était le cas lors de la crise avec la Grèce, c'était le cas lors de la crise de l'endettement de l'État, c'est-à-dire la France et l'Allemagne ont toujours géré en commun les grandes crises de l'Europe. Et là, désormais, il y a une sorte de front qui s'est formé avec l'Italie, avec l'Espagne, pour réclamer de l'Allemagne et accessoirement des Pays-Bas et des autres pays de la Ligue hanséatique, en quelque sorte, plus de solidarité financière. Alors, je crois que il est indispensable, si on veut faire redémarrer en quelque sorte la construction européenne, que la France retrouve son rôle à égalité, sur un pied d'égalité avec l'Allemagne. Je ne pense pas que cette chute en quelque sorte puisse être de longue durée. Et je crois finalement la France a peu de conscience de ses propres forces actuellement, parce que finalement quand on regarde, la France dépense autant que l'Allemagne pour la santé. Le problème, ce n'est pas sa capacité de dépense, c'est la façon comment elle dépense. Et là, on voit quand on regarde les chiffres que l'administration des hôpitaux est beaucoup plus coûteuse en France qu'en Allemagne. Donc, il y a vraiment, quand on regarde de près cette crise dans les détails, il y a un dysfonctionnement dans l'allocation de dépenses de l'État. C'est vrai aussi dans l'action entre le secteur privé et public. On le voit par exemple sur ces mystères des tests. Pourquoi l'Allemagne a disposé de plus de tests dès le départ? Ce n'est pas, et je m'inscris vraiment en faux, du fait que soi-disant l'Allemagne était plus prévoyante, que le gouvernement a mieux géré. Non, en fait, elle a laissé la liberté au secteur privé. Une fois que ce fameux, désormais fameux professeur Christian Drosten
avait communiqué le protocole du test dès le 17 janvier. Les laboratoires privés, et notamment un laboratoire à Berlin, s'est mis à produire massivement des tests. C'était pas une décision du gouvernement et c'était à ses propres risques et périls. Mais du coup, quand le premier cas de Covid-19 était là fin janvier en Allemagne, on avait déjà des millions de tests à notre disposition. On a pu retracer. En France, ça n'a pas eu lieu parce qu'il y avait un monopole en quelque sorte des laboratoires publics. Donc c'est, quand on regarde dans le détail, c'est vraiment dommage que cette crise soit arrivée dans le domaine de la santé. Je crois, si on avait eu affaire avec une autre crise, ça se serait passé très différemment. Et pour moi, la solution, il faut absolument que la France retrouve en quelque sorte son rang pour mener à bien les années difficiles qui vont venir. Matthias Feckel. Je crains malheureusement pour la suite plus encore que pour le présent. Le présent, on a vu, malgré des initiatives absolument louables, notamment dans les régions frontalières, un manque de coordination très fort. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de coups de fil au plus haut niveau entre les deux pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de gestion de crise intégrée. Alors, c'est en partie normal puisque la sécurité civile, la santé sont des compétences d'État. Il ne s'agit pas non plus de dire que tout doit être géré au-delà. Il n'empêche que une crise qui a été quand même, notamment au début, particulièrement intense, précisément pour notre pays dans la région frontalière avec l'Allemagne, aurait dû être gérée de manière beaucoup plus commune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point où il y a un manque de coordination cruel et peut-être rédhibitoire, c'est dans les signaux envoyés aux autres pays européens, en particulier à l'Italie. Et là, je pense, et d'ailleurs l'Allemagne en a conscience désormais, qu'il y a eu un retard à l'allumage absolument terrible. On ne peut pas passer son temps à dire que l'Europe est un magnifique projet de solidarité et d'intégration, et au moment où des questions vitales, essentielles sont en jeu, ne pas réagir dans la minute de manière opportune. Donc ça, en termes d'adhésion à l'Europe, d'ancrage de l'Europe dans les cœurs des citoyens européens, ça sera certainement une pente difficile à remonter. Maintenant, la question est aussi pour l'après. Et moi, je crains que le leadership français et la crédibilité française aient du mal à se remettre de cette crise. D'abord parce que, qu'on le veuille ou non, l'Allemagne a mieux fait face à cette pandémie. Elle a été plus réactive, pas forcément mieux préparée de longue date, mais plus réactive en début d'année lorsque les choses se sont jouées. Dans un domaine où nous pensons toujours être les meilleurs, nous avons montré que l'Allemagne était plus réactive et plus efficace en réalité au final. Et enfin, je crains que la parole française se trouve durablement affaiblie en Allemagne. Et c'est regrettable parce que, à l'évidence, sur le fond, beaucoup des propositions européennes de l'actuel président de la République sont tout à fait justes. Le problème, c'est qu'on ne fait pas avancer l'Europe uniquement en prononçant des discours et en se posant comme le dernier grand Européen. On fait avancer l'Europe aussi par la conviction, par les petits pas et par la confiance. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est la confiance entre les deux pays. Et pour reconstruire ça, il faut énormément de patience, il faut énormément de temps, il faut sans doute moins de flamboyance, mais plus de concret. Donc encore une fois, moi pour l'après, je suis dubitatif. Il va y avoir un écart économique qui va encore s'accroître, c'est-à-dire que le différentiel économique qui était déjà fort, hein, et le désalignement des cycles économiques qui était déjà très très important dans beaucoup de malentendus franco-allemands va encore se renforcer puisque la récession chez nous sera plus forte. Donc, pour tous ceux qui croient au moteur ou au couple franco-allemand, il va falloir s'accrocher et il va falloir du concret. Jean-Luc Bourlanges, vous avez éteint votre micro, ce qui va nous priver de votre parole. Est-ce que vous pouvez retrouver le chemin qui vous mène? Oui, je l'ai. Vous y êtes.
Bien, merci de m'indiquer, de me conduire sur la voie difficile de la révolution numérique. C'est-à-dire, grosso modo, le mime passe assez mal, si vous voulez, sur ce. Oui. Alors, je voudrais d'abord faire une remarque. J'ai suffisamment dit, comme chacun d'entre vous, que dans la gestion de crise, évidemment, la supériorité de la réactivité allemande pour plusieurs raisons avait été éclatante par rapport à toutes les difficultés dans lesquelles nous nous sommes empêtrés en France, pour quand même attirer l'attention sur quelque chose qui doit quand même nous faire réfléchir, parce que et qui montre que la diffusion de cette maladie échappe encore pour beaucoup à l'analyse. Si vous comparez la France et l'Allemagne, vous arrivez au résultat que je viens d'évoquer, que vous avez tous rappelé. Mais si nous faisons un découpage national différent, si par exemple nous songeons à ce qu'était la France à l'époque mérovingienne, eh bien vous vous apercevez qu'il y aurait deux royaumes, qui seraient le royaume franc et le royaume burgonde, qui auraient une gestion absolument catastrophique, et deux royaumes, enfin il n'y en avait pas, le royaume wisigoth, dont le roi est évidemment François Bayrou, et les Celtes et le territoire celtique, qui eux ont des taux de succès absolument considérables. Et je pense que cette différence à l'intérieur du territoire national, qui fait que bien que nous ayons la même législation, la même politique, le même confinement, la même réglementation, on a des résultats qui sont entièrement différents, ce qui prouve qu'il n'y a pas seulement la qualité ou la défaillance des pouvoirs publics en tant que tels, mais il y a un ensemble de facteurs que nous ne maîtrisons qu'imparfaitement, même si nous voyons bien comment nous pouvons expliquer une partie des souffrances de la France franque et burgonde. Voilà ce que je voulais dire en premier point. Le deuxième point, c'est que sur la France, Europe du Nord, Europe du Sud, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Nicole. La France a toujours été avec l'Europe du Sud. Disons que historiquement, nous sommes au moins depuis le départ du général de Gaulle, nous sommes du côté de l'Europe qui dévalue face à l'Europe qui ne dévalue pas. Alors l'Europe qui ne dévalue pas s'est enrichie de la Suède, de l'Autriche, etc. L'Europe qui dévalue et n'a plus le droit de dévaluer depuis l'euro, mais nous sommes toujours dans cette situation. Ce qui fait la différence, c'est que le mode de gestion de cette confrontation, coopération entre le nord et le sud de l'Europe. Aujourd'hui, effectivement, sans doute parce que la France est plus faible, le président Macron, comme l'avait tenté de le faire le président Hollande, et comme avait évité de le faire après avoir été tenté un court moment par l'idée le président Sarkozy, a essayé de mobiliser l'Europe du Sud pour peser sur l'Europe du Nord. Alors que traditionnellement, nous avons toujours fonctionné autrement, nous avons toujours commencé par, et c'est là l'idée du couple, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michaela, c'est une idée qui n'appartient qu'aux Français. Mais nous avons toujours cherché à faire d'abord un accord entre la France et l'Allemagne, c'est d'ailleurs l'esprit de la déclaration Schuman du 9 mai 50, d'abord priorité à l'accord franco-allemand, le sud et le nord de l'Europe se rencontrent quelque part à Aix-la-Chapelle, entre la France et l'Allemagne, et ensuite chacun vend l'affaire à sa partie d'Europe, si je puis dire. Et c'est évidemment très valorisant pour la France, assez valorisant pour l'Allemagne. Quand nous voulons être à la tête des Italiens, des Espagnols et des Français, les Espagnols nous disent « vous vous rappelez Goya ?» et les Italiens nous disent « on en a assez de la tutelle française » et nous nous retrouvons un peu seuls. Donc, mais pourquoi c'est comme ça? Simplement parce que l'entente franco-allemande ne fonctionne plus. Et là, je crois que c'est pas simplement de la faute d'Emmanuel Macron, je crois qu'il y a sinon un euroscepticisme de Madame Merkel, du moins un scepticisme européen de Madame Merkel, un immobilisme, une absence d'initiative, une méfiance à l'égard du système communautaire qu'elle a exprimé officiellement dans son discours de Bruges il y a quelques années, qui fait que on n'a jamais réussi à avoir une vraie relation
entre ces deux pays. Donc je crois que c'est comme ça que ça se présente. Troisième remarque sur ce qui se passe actuellement. Je pense que l'évolution en Allemagne est favorable malgré l'arrêt de la Cour de Karlsruhe, qui est un arrêt, comme d'habitude, schizophrénique, c'est-à-dire la Cour de Karlsruhe, c'est une cour qui déteste l'euro, qui déteste toutes les contraintes européennes, mais qui n'ose pas faire un coup d'État politique contre son propre gouvernement. Et donc, on a toujours des principes affirmés et des principes contournés dans ces différents arrêts. Mais malgré ça, on voit bien que l'opinion allemande a évolué de façon relativement favorable, pour la première fois, elle a considéré que les Italiens n'étaient pas simplement des fourmis qui dépensaient trop et des cigales qui dépensaient trop et auxquelles la fourmi ne devait rien donner, mais étaient aussi de pauvres gens qui étaient affligés d'une pandémie terrible qui les tuait, etc. Et il y a une volonté de solidarité beaucoup plus forte qui s'est exprimée lors des derniers conseils européens. Seulement, et c'est ça par là que je veux terminer, le problème, c'est qu'il y a un petit mouvement de solidarité qui ne demanderait qu'à croître et à embellir si on lui donnait le temps, mais en même temps, les exigences de solidarité financière vis-à-vis de l'Europe du Sud sont immenses. L'Italie va passer dans une zone extrêmement dangereuse du point de vue de la soutenabilité de sa dette. Les limites de l'action de la Banque centrale vont être vite atteintes. Et là, on voit bien que les mécanismes de solidarité européenne qui consistent à permettre, à autoriser la Banque centrale à aider un pays à s'endetter alors qu'il est déjà trop endetté, c'est quand même un vrai paradoxe. Ce système a atteint ses limites et donc la grande question, c'est d'imaginer des formes de solidarité entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud qui ne se traduisent pas, qui ne se manifestent pas par des facilités d'endettement données à l'Europe du Sud. On ne soigne pas un drogué en lui donnant systématiquement du laudanum. Et là, un saut qualitatif à franchir et je ne sens pas les Européens en mesure de le franchir. Donc je pense, comme Mathias, que l'avenir est assez incertain. Ce n'est pas du tout condamné, la zone euro n'est pas condamnée, mais nous sommes vraiment sur le fil du rasoir et il va falloir ne pas rater le virage qui nous est demandé. Michaela Figel. Oui, juste très brièvement, parce que je crois que c'est important à savoir sur ce jugement de Karlsruhe, c'était vraiment le coup de tonnerre de départ du juge Andreas Voskuhl qui achève ainsi son mandat. Et donc, je crois cette ardeur dans le jugement qui a même étonné beaucoup d'Allemands. D'ailleurs, Wolfgang Schäuble, l'ancien ministre des Finances qui préside le Bundestag, a fortement critiqué ce jugement, s'explique aussi par ce départ un peu fracassant. Oui, la Cour européenne de justice a commencé déjà à répondre. Nous sommes largement arrivés à la dernière séquence de notre émission, qui est la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir simplement en rappelant à beaucoup et en apprenant peut-être à quelques-uns qu'il existe au moins 8 plateformes qui proposent toutes sortes de films, y compris beaucoup de films français, y compris, parce que ce n'est pas une maladie pour un film que d'être un film en noir et blanc, y compris beaucoup de films en noir et blanc, mais pas seulement. On peut aussi y trouver des films qui ont été très bien accueillis dans leur pays, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'être proposés en France. Bref, vous trouverez ces 8 plateformes, y compris une plateforme de documentaire. Si vous tapez sur votre moteur de recherche, vous tapez 8 plateformes et vous en aurez la liste. Les Inrocks l'avaient établi avec un petite présentation de chacune qui est très intéressante. Nicole Nisotto. Oui, alors, ce n'est pas l'habitude dans cette émission de vanter ses propres travaux, mais une fois n'est pas coutume. Mais si, il faut le faire. Je voudrais vous recommander de regarder un documentaire d'Arte auquel j'ai collaboré l'année dernière et qui est disponible depuis mardi dernier, 5 mai. Il s'agit du film de Jean Crépu sur la défense européenne qui s'intitule « Défense européenne, le choix des armes ».
et on y trouve les interventions, les analyses de pratiquement toute la communauté politique, institutionnelle, industrielle intéressée par ces questions en France et en Europe sur le sujet. Donc c'est sur Arte, disponible jusqu'au 3 juillet et ça repasse le 15 mai à 11h. Il y a sur Arte énormément de choses de toutes sortes à voir. Michaela Wiegel. Oui, justement, il y avait un très beau documentaire aussi sur les derniers jours du Troisième Reich. Moi, je voulais rappeler un discours qui est disponible en français sur le site de la présidence allemande. C'est le discours que Richard von Weizsäcker a prononcé en 85 et qui, à l'époque, quand il a parlé pour la première fois du 8 mai comme une libération pour les Allemands, était mal compris. Aujourd'hui, il a fait son chemin et donc je crois il faut relire chaque parole et voir aussi que l'Allemagne a fait un long cheminement avec la France et avec l'Europe. Matthias Feckel. Je conseille une visite virtuelle qui est celle proposée par le domaine de Chantilly, à la fois sur les réseaux sociaux et son site internet, à la fois le patrimoine bâti, une collection de peintures absolument époustouflante constituée en dernier lieu par le dernier duc d'Aumale avant qu'il ne cède Chantilly à l'État et qui sont toujours dans l'accrochage d'époque, c'est-à-dire sous la forme d'un cabinet d'amateurs, et la collection de livres et de manuscrits qui compte plus de 60 000 ouvrages dont des merveilles historiques et littéraires. Donc c'est le moment avant le déconfinement, peut-être ensuite l'envie d'aller visiter le domaine lui-même. Jean-Louis Bourlange. Oui, nous sommes effectivement, mais absolument assaillis de films, de rétrospectives sur la fin du Troisième Reich, sur l'Europe à la libération. Le dernier en date a été sur Arte la rediffusion du film Diplomatie qui retrace la négociation entre Nordling et von Choltitz sur la libération de Paris, qui est un film de Schlondorf, qui est tout à fait intéressant. Je crois que c'est très bien. Si moi, je voudrais, de ce point de vue-là, pour mettre une note positive sur le rapport franco-allemand, j'ai relu pour chercher une citation, et en fait, je me suis mis à le relire tout entier, parce que c'est absolument admirable, et je trouve que tous les enfants de France et d'Allemagne devraient avoir connaissance de ce texte, le discours testamentaire d'Helmut Schmidt, qui est sans doute le chancelier d'Allemagne qui a poussé le plus loin un engagement européen non seulement très actif, mais aussi extrêmement réfléchi, prospectif. Et ce discours testamentaire, qui est le discours qu'il a prononcé, il devait avoir 93 ans, quelque chose comme ça, au Congrès social-démocrate de Berlin, je crois en 2013 ou en 2015, c'est un récit de des responsabilités de l'Allemagne, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle peut faire, de son rôle passé, présent et futur, qui est vraiment pour tous les Européens quelque chose de formidablement enthousiasmant. Au moment où on voit ce Conseil européen qui est condamné à faire des politiques au jour le jour, cette vision à long terme, rigoureuse moralement, construite intellectuellement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un témoignage de cet ordre. Lisez ce grand discours, le testament d'Helmut Schmidt. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Charles de Silla qui est notre ingénieur du son, à Benoît Carré qui est notre homme médecine, à Olivier Magloire qui s'occupe des sites par lesquels vous contribuez à notre financement et à notre producteur Julien Deville pour Nouvelles Écoutes. Je vous annonce que nous allons enregistrer prochainement et diffuser assez vite une émission spéciale qui sera consacrée au regard qu'un certain nombre de correspondants étrangers à Paris portent sur la période qui se termine ou qui se modifie plus exactement lundi 11 mai. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.